Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est avec très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour notre deuxième séance de midi déjeuner causerie. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre invité, Christian Bégin. Bonjour Christian. Vous serez là aujourd'hui avec nous pendant les 45 prochaines minutes pour traiter d'un enjeu important pour l'UQAM, bien sûr, mais pas seulement pour l'UQAM. Donc vraiment les travaux et les analyses qui ont été faites dans le cadre de la table de concertation sur la persévérance et la réussite aux études. Donc, j'aurai des questions pour vous. J'attends également les questions de vous tous, chers participantes et participants. N'hésitez pas, la tablette est préparée. Donc, aussitôt que les questions se manifestent, je les pose. Si on a déjà traité du sujet, eh bien, je passerai à la suivante. Je tiens également à remercier Geneviève Bujol, qui est là et qui est notre interprète. Et nous avons promis à Geneviève que nous ne parlerions pas très vite. Le sujet est passionnant aujourd'hui. De nombreux enjeux pour l'UQAM, je le disais. 1 minute pour vous présenter, si vous me le permettez. Donc, vous avez été psychologue et professeur au département de didactique à l'UQAM et vous êtes intervenu sur le plan de l'encadrement de la réussite étudiante pendant plus de 30 ans, tant au niveau collégial qu'au niveau universitaire et au niveau universitaire à tous les cycles. En plus de développer et d'offrir des activités d'aide à l'apprentissage auprès des étudiantes et des étudiants, vous avez mis sur pied, animé des activités de formation initiale en pédagogie, de formation également à l'encadrement destinées au corps enseignant et vous avez offert ces formations dans toutes les universités francophones québécoises ainsi qu'à l'Université d'Ottawa, l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Vous avez publié « Encadré au cycle supérieur, étapes, problèmes et interventions » aux presses universitaires du Québec en 2018, qui décrit littéralement le processus d'accompagnement des problèmes liés à chaque étape et de quelle manière on peut éviter ces problématiques négatives, les contourner, les résoudre à des fins d'accompagnement. Alors, sans plus tarder, allons peut-être d'ores et déjà dans le vif du sujet. Cette table de concertation, vous avez accepté de la présider il y a maintenant plus d'1 an lorsque les travaux débutent. Vous avez œuvré avec vos collègues de la table et je les remercie encore d'avoir pris part à ces travaux. Et vous commencez, et ensuite je promets, je vous laisse la parole, mais vous commencez avec une phrase que je vais citer. Vous dites « Les conséquences négatives qui sont associées à l'abandon scolaire ne doivent pas être étudiées au niveau macro-sociétal, comme cela se fait souvent, pour faire ressortir l'urgence d'agir. Elles devraient avant tout être analysées au niveau micro-social de l'université, au regard de sa propre mission, de ses propres valeurs en tant qu'établissement universitaire. » Expliquez-nous tout ça. Bien, en fait, la plupart du temps, quand on aborde les notions d'abandon, persévérance, on l'aborde très souvent sur le plan économique pour faire valoir que, les étudiants qui abandonnent, ce sont des pertes économiques pour eux, ce sont des pertes économiques pour la société, mais en fait, en tant qu'institution, en tant qu'établissement d'enseignement universitaire, je pense que notre rôle est aussi de faire en sorte que les étudiants qui s'inscrivent, qui entrent dans nos murs, viennent y chercher de la formation pour pouvoir diplômer de façon adéquate. Alors, c'est notre rôle de nous assurer que les gens qui s'inscrivent à l'université, qu'on fasse tout en notre pouvoir pour leur permettre de passer à travers les difficultés qu'ils vont rencontrer et finissent par sortir avec un diplôme pour pouvoir éventuellement mieux s'insérer dans la société. Mais c'est pour moi un rôle de l'établissement d'enseignement et non pas simplement une vue que pour la société en général, c'est quelque chose d'important. D'accord. Cette précision faite, vous mettez de l'avant dans les principales analyses une analyse de facteurs qui contribuent à la persévérance et à la réussite et ultimement à la diplomation. Ces facteurs, vous les décrivez vraiment en famille d'une certaine manière et ces familles révèlent pour chacun des niveaux, premier cycle et deuxième cycle, puisque le rapport ne va pas au troisième cycle, les grands aspects liés
aux variables déterminantes. Oui. Expliquez-nous un petit peu pourquoi le choix de ces facteurs à la persévérance. En fait, fallait partir de toute façon pour pouvoir, outre l'analyse qu'on a pu faire des différents programmes et de leurs données particulières au niveau de la persévérance et de l'abandon, je pense que c'était de mise de pouvoir se fonder sur un certain nombre d'écrits, ce qui s'est dit par rapport à ces aspects-là, pour justement se donner des grilles d'analyse et des grilles d'interprétation. Et ces différents modèles-là, en fait, font ressortir donc un certain nombre de facteurs, certains qui sont plus généraux d'un établissement à l'autre. Comme par exemple l'aspect de préparation. Évidemment, là, il y a une différence entre le premier et le deuxième cycle en raison des particularités des études elles-mêmes. Et dans le cas du premier cycle, on voit apparaître beaucoup des éléments qui concernent notamment la préparation universitaire, c'est-à-dire que les étudiants qui arrivent à l'université eux-mêmes expriment le fait qu'ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas préparés pour des études universitaires, malgré qu'ils aient fait ici leur cégep. Ce type de problème-là fait en sorte donc qu'on fait face à des étudiants qui arrivent dans nos cours et qui n'ont pas nécessairement le degré de préparation, les outils. Certains vont être en mesure de le développer, mais c'est souvent une petite minorité qui parvient à s'accomplir de cette façon-là. Donc, il y a des aspects reliés à la préparation. Il y a beaucoup un aspect aussi qui est rattaché au but que les étudiants ont au moment où ils s'inscrivent à l'université. Certains ont des buts plus précis, d'autres ont des buts un peu plus vagues, mais il faut quand même la démarche parce que les études universitaires sont valorisées. On fait valoir que c'est important d'avoir un diplôme universitaire. Donc, dans certains cas, les étudiants vont décider de cheminer, même si leur but n'est pas très clair. Et on s'aperçoit, entre autres, sur cet aspect-là des buts, qu'il y a probablement une influence quant au fait que les étudiants décident de poursuivre ou non en fonction de la clarté du but, en fonction de ce qu'ils voient en termes d'échéance par rapport au but. On s'en est aperçu notamment dans les données qu'on a analysées au niveau des programmes de bac, entre autres, où c'est un aspect qui pouvait être particulièrement important, mais on a réalisé qu'on n'avait pas suffisamment de données là, pour proposer des démarches particulières, mais c'est probablement un facteur important. D'accord. Dans les autres facteurs, vous avez bien dissocié les programmes et vous avez vraiment travaillé sur les programmes de grade, donc baccalauréat, maîtrise. Peu de données sur les doctorats, donc moins d'analyses sur les doctorats. En séparant les deux programmes de par la nature du cycle, vous faites mention au premier cycle précisément d'un ensemble de facteurs qui détaillent une appartenance à des variables culturelles ou organisationnelles. L'une d'entre elles est frappante, c'est ce que vous avez appelé l'identité professionnelle, en montrant de quelle manière finalement la persévérance est liée à la reconnaissance d'une forme d'identité professionnelle, parce qu'on reviendra justement au questionnement par programme. Expliquez-nous un petit peu cette particularité. En fait, quand on a décidé d'analyser les programmes de bac, l'idée était vraiment de se pencher sur les programmes qui avaient des données de persévérance qui étaient beaucoup plus favorables et ceux qui semblaient rencontrer des difficultés à retenir leurs étudiants. Et pour permettre d'identifier est-ce qu'il y avait des caractéristiques dans ces programmes-là qui nous permettaient, en fait, d'avoir des hypothèses pour expliquer les données, on s'est aperçu que dans le groupe de programmes où il y avait un taux de persévérance plus élevé, tous ces programmes-là avaient une reconnaissance ou autre là, de reconnaissance professionnelle de différents types, soit appartenance à un ordre professionnel, il y avait association professionnelle. Dans certains cas, là, évidemment, je pense au programme en enseignement où il y a un brevet d'enseignement qui est attribué à la fin. Alors, tous ces programmes-là avaient cette espèce de reconnaissance-là professionnelle, alors que tous les programmes qui rencontraient des problèmes sur le plan de la persévérance et de l'abandon n'avaient pas cette reconnaissance-là. Donc, les étudiants entraient dans les programmes pour aller chercher éventuellement leur diplôme, mais à la fin du diplôme, il n'y avait pas cette reconnaissance-là. Ce qui nous a amené aussi, et dans le tableau, dans le rapport, on voit là, la répartition, c'est-à-dire les différents facteurs qu'on a étudiés. On s'est aperçu aussi qu'il y avait non seulement l'aspect professionnel, mais il y avait aussi le choix de faire le programme où on s'apercevait que
les programmes qui avaient des taux de diplomation plus élevés ou des taux de persévérance plus élevés, c'était des programmes qui avaient accepté les étudiants en plus grand pourcentage dans leur premier choix. Alors que les programmes qui avaient des taux de persévérance moins élevés, en fait, on s'apercevait que les étudiants avaient été acceptés, mais ce n'était pas leur premier choix. Ça pouvait être leur deuxième ou troisième choix, ça, on ne le savait pas. Mais ce n'était pas leur premier choix, et vraiment là, avec un grand, grand écart, où les étudiants qui étaient acceptés dans les programmes où il y avait des problèmes de persévérance, en fait, c'était leur premier choix que dans 30 des cas, alors que très souvent, on était autour de 60-70 des cas dans les programmes avec des hauts taux de persévérance. Donc, il y avait un aspect là qui nous a questionnés quant au lien entre la reconnaissance, ce qu'on va faire dans ce programme-là, comment on envisage la fin dans le programme et les raisons pour lesquelles je m'inscris dans ce programme-là. Et ça rejoint un peu l'aspect des buts dont je parlais tantôt. Si le but n'est pas clairement défini, et certainement pas clairement défini par rapport à l'appartenance à un ordre ou une association professionnelle, bien, il y a peut-être là un enjeu sur lequel il faut se pencher pour être capable d'établir des mesures pour aider les étudiants dans ce contexte-là et voir un peu comment on peut agir pour améliorer la situation. D'ailleurs, une question vient d'arriver. Quels sont les éléments manquants à la préparation à l'entrée à l'université? J'aborde tout de suite cette question parce qu'elle constitue d'ailleurs une de vos recommandations à la fin. Oui. Donc, et peut-être une autre question que j'ajouterais, c'est toute la question du premier choix à l'entrée. L'UQAM, contrairement à d'autres universités, valorise et permet aux étudiantes et aux étudiants de faire plusieurs choix lorsqu'on est en demande d'admission. Étonnamment, cela pourrait-il vouloir signifier que cette ouverture n'en est peut-être pas tant que ça une, finalement? Est-ce qu'on va jusque-là? Non, je plaisante. Est-ce que c'est un avantage ou un problème? En fait, les caractéristiques rattachées aux difficultés que les étudiants rencontrent en termes de préparation, ça vient de recherches là, qui ont documenté la chose, notamment en questionnant des étudiants qui avaient abandonné. Oui. Et les étudiants ressortaient, d'une part, qui réalisaient qu'ils n'avaient pas les outils, je vais appeler ça les outils méthodologiques, même si le terme est souvent un peu galvaudé, n'avaient pas les outils méthodologiques, les façons de travailler qui étaient utiles dans le contexte des exigences des études universitaires. Un autre aspect, qui est un peu relié, c'est la perception, en fait, l'impression, une fois qu'ils commencent les études, que non seulement ils n'ont pas les outils, mais ça demande un degré d'effort auquel ils ne s'attendaient pas. Et là-dessus, ce qui ressort, c'est vraiment l'impression que certains étudiants disent « ça ne m'intéresse pas de mettre cet effort-là, donc je pars », mais beaucoup d'étudiants disent « je ne sais pas », et là, ça rejoint l'aspect des outils, « je ne sais pas comment je pourrais faire pour rendre ces efforts-là dans ce que je suis capable de faire, dans ce que je sais comment faire, parce que ça m'apparaît trop gros pour ce que moi, j'ai comme outil, comme façon de travailler, comme façon d'étudier, comme façon de rédiger. C'est beaucoup ce qui ressort dans les études. Et par rapport au fait puis je fais le lien avec l'idée du premier choix, oui. C'est quelque chose d'ailleurs qui nous est apparu. L'UQAM, effectivement, quand elle admet les étudiants, elle va prendre les caractéristiques que l'étudiant soumet qui vont le plus facilement possible lui permettre d'entrer, d'être admis à l'UQAM. Alors que dans les autres universités, l'étudiant fait un premier choix. Si ça ne fonctionne pas, là, on lui offre la possibilité d'un deuxième choix. Je pense aussi que c'est une richesse parce que les étudiants sont admis sur la base de ce qui va être le plus favorable pour eux. Le problème que ça a posé, c'est que on n'a pas de données pour savoir qu'est-ce qui arrive avec ces étudiants-là. Les étudiants qui ne sont pas admis dans leur premier choix, on ne connaît pas quel est leur deuxième ou leur troisième choix. On ne voit pas comment ces étudiants-là, une fois qu'ils sont admis, si c'est pour leur premier choix, quels sont les chemins qu'ils décident de prendre. Les programmes qui ont des taux de persévérance les plus faibles sont aussi les programmes qui ont des taux de changement de programme les plus élevés. Mais ça résulte pas en des taux de diplomation par après qui sont plus élevés. Donc, le taux d'abandon reste grand. Ce qui fait que ça nous a posé des questions beaucoup plus sur comment aller chercher ces informations-là pour les étudiants qui font 3 choix à l'UQAM, qui ne sont pas admis dans leur premier. En fait, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il nous manque l'information pour savoir qu'est-ce qui arrive avec ces étudiants-là, quels sont ces choix-là. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'accompagner les étudiants lorsqu'ils ne sont pas admis dans leur premier choix en fonction des autres choix qu'ils avaient faits pour voir comment on peut les aider à
je veux dire, réaliser leur projet d'études, peut-être par d'autres chemins, mais pour ça, il faut les connaître. Alors, c'est un peu l'observation qu'on a fait par rapport aux données qu'on avait. J'ai eu une question qui venait de s'afficher des plus pertinentes. L'interface a disparu, donc je redonne la tablette à mes collègues. Mais on va rétablir la liste des questions. La question semblait dire véritablement, et si je la traduis mal, veuillez m'en excuser, je n'ai plus accès à la question, semblait dire comment les outils, justement, peuvent-ils aider à la préparation entre le cégep et l'entrée à l'université, et de quelle manière les outils peuvent-ils s'intégrer au cheminement? J'espère avoir traduit la question. Mais on va la retrouver dans quelques secondes. Bien, en fait, ça concerne beaucoup, puis ça faisait l'objet d'une des recommandations à la fin. C'est la même chose, là, je pense, passage secondaire collégial universitaire et baccalauréat maîtrise. Les étudiants peuvent difficilement se préparer, quand ils changent d'ordre d'enseignement, peuvent difficilement se préparer préalablement à l'entrée. Donc, c'est lorsqu'ils entrent qu'ils réalisent les exigences, qu'ils réalisent ce qu'ils doivent accomplir, qu'ils réalisent éventuellement le manque d'outils. Donc, l'intervention sur le plan des outils doit se faire quand les étudiants sont présents à l'université, font face à des tâches, parce que c'est là qu'ils sont en mesure de voir qu'est-ce qui leur manque, de quoi ils ont besoin et comment on peut les accompagner par rapport à ces besoins-là. D'accord. Alors donc, c'est vraiment... bon, j'ai en tête, il y a quelques années, des gens qui demandaient comment je peux me préparer pour rentrer à l'université. Bien, c'est une préparation qui devient abstraite. C'est qu'est-ce que je peux acquérir quand je suis à l'université pour me permettre de passer à travers les exigences qui me sont demandées. D'accord. Donc, je vais reformuler en espérant que la question était un peu dans cet ordre-là. Devrions-nous adapter les programmes en lien avec la variabilité dans les compétences de gestion, l'horaire, la rédaction, les travaux, tous les outils et toutes les évaluations? Est-ce un enjeu du programme au secondaire ou devrions-nous adapter les programmes de premier cycle universitaire? Et si oui, comment? Vaste question. Faudrait faire une demi-journée. En fait, personnellement, je ne suis pas beaucoup pour une trop grande visée d'adaptation des programmes. Je pense que l'université doit enseigner et fournir les connaissances et les occasions aux étudiants d'apprendre pour pouvoir progresser. Et je pense qu'on ne progresse pas si on n'a pas un certain nombre de défis. Alors, je ne suis pas pour une visée de modifier les programmes pour s'adapter aux étudiants qui arrivent. Je pense que c'est beaucoup plus d'offrir le maximum de qualité dans les programmes, mais en parallèle, d'offrir des outils pour permettre d'accompagner les étudiants qui rencontrent des difficultés, à savoir comment je vais passer à travers les difficultés. Parce que sinon, en fait, on va essayer de modifier des choses sans nécessairement améliorer la situation. L'idée étant qu'il s'agit d'outiller les étudiants parce qu'ils viennent de passer à un grade supérieur. C'est de les outiller pour qu'ils passent à travers le grade. Et c'est la même chose à la maîtrise. Les étudiants qui arrivent à la maîtrise, ils n'ont jamais fait de recherche, ils n'ont pas de connaissance de ce processus-là, ils ne savent pas comment ça se passe et ils apprennent un peu au quotidien, je veux dire, sur le tas, comment ça doit se passer. Alors donc, ils vont faire leur expérience au cours du processus. L'encadrement des étudiants à ce niveau-là joue de façon importante, mais souvent est plus facile parce que c'est dans une relation un avec un, donc directeur étudiant. Dans le contexte du premier cycle, il faut plus penser effectivement une approche programme, mais sur des interventions qui rejoignent les étudiants et leurs besoins dans ce programme-là. Et non pas nécessairement tout azimut pour tous les programmes, parce que ce ne sont pas tous les programmes qui ont des étudiants du même type et pour qui les problèmes sont similaires. Donc, il y a vraiment une différence à ce niveau-là. On parle beaucoup des étudiants de premier cycle. Une question est arrivée également pour les étudiants de second cycle. Et j'ai peut-être oublié en amont de la discussion de préciser que le document et l'analyse ou les analyses sont faites avec une approche par programme. Oui. Il faudra peut-être y revenir dans quelques minutes pour bien expliquer pourquoi ce choix méthodologique. Mais la question justement pour les étudiants de maîtrise, me dit-on, les étudiants de maîtrise sont en règle générale peut-être mal outillés au niveau de l'écriture académique et cela contribue aussi certainement ou peut constituer un des facteurs d'abandon lorsque l'on voit bien
le travail que cela représente lors de l'essai, du mémoire, que cela peut être. Et donc, de quelle manière les premiers cycles ou les exigences du premier cycle pourraient-elles mieux préparer certainement le deuxième cycle? En fait, je fais référence à ce que j'ai écrit dans mon livre. La préparation des étudiants pour les études de cycle supérieur, en fait, si on voulait préparer les étudiants, il faudrait à ce moment-là qu'on prévoie des tâches de rédaction, de correction, de retour, qui permettent aux étudiants de peaufiner leur capacité de rédaction. Ce qui m'apparaît difficilement réalisable si j'ai un cours de 75 étudiants et que les étudiants me remettent un travail de fin de session. Je vois mal l'évaluation de ces travaux-là avec un retour à l'étudiant qui peut permettre de corriger les choses. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense que chaque cycle a ses exigences et c'est d'accompagner les étudiants quand ils arrivent dans le cycle à aller chercher les éléments dont ils ont besoin s'ils ne sont pas nécessairement outillés. Et c'est un peu aussi le contexte où souvent on dit on apprend à faire de la recherche en faisant de la recherche. Bien, on apprend à écrire des écrits scientifiques en écrivant des écrits scientifiques. Alors, à partir du moment où ce contexte-là, les étudiants n'ont pas à l'affronter ou à le rencontrer, c'est difficile de les amener à développer certaines capacités parce que ce n'est pas le type de tâche qu'on leur demande de faire, qu'on va leur demander par ailleurs lorsqu'ils vont arriver à la maîtrise. Et je crois que c'est quand même un débat que l'on a depuis de longues années à l'UQAM, un cours d'un crédit sur justement l'écriture scientifique ou les retraites scientifiques qui se font d'ailleurs et que certains programmes ont mis en place pour les étudiants de doctorat. Peut-être qu'on devrait effectivement y réfléchir aussi pour les étudiants de deuxième cycle. Je suis convaincue que ça se fait dans certains programmes. Une question très intéressante d'une collègue qui également dit « Dans nos études, nous avons trouvé que le fait d'avoir des buts est un médiateur, littéralement un médiateur important de la réussite et de la persévérance. En particulier, et je trouve que le propos peut être aujourd'hui encore plus de lumière, mettre en lumière cet aspect-là, chez les étudiants dépressifs. La question, quelle place prend la santé mentale justement dans la préparation à l'entrée à l'université ou à la persévérance et à la réussite universitaire? Mon Dieu, dans le contexte où on est actuellement avec les étudiants qui sont chez eux à suivre des cours, je pense que la question est tout à fait pertinente. Cet aspect-là de santé mentale, en fait, il est difficile je ne le dis pas à définir, mais il est difficile à prévoir ou à prévenir au moment de l'entrée à l'université. Je disais tout à l'heure, il y a des étudiants qui ont des buts qui sont plus ou moins solides. Je ne serais pas en mesure de dire que des problèmes de santé mentale sont associés à ça. Je pense que le domaine de la santé mentale au milieu universitaire est encore un domaine qui est peu étudié. On commence à l'étudier, on commence à s'en préoccuper, je dirais, depuis à peu près 5 ou 6 ans, de façon plus importante. Je pense que quand je parlais de l'accompagnement pour aider les étudiants à définir éventuellement leur but, si le but n'était pas clair au début, ça peut juste aider les étudiants, qu'ils soient dépressifs ou pas, à créer une espèce de lien leur permettant de clarifier ce choix-là. Et je pense que plus les étudiants entrevoient que le but se définit de façon plus claire, à la limite, ça permet d'avoir un but plutôt que de perdre éventuellement une idée que j'avais de commencer à l'université. Et sans dire j'ai un sentiment dépressif, mais si je suis un peu plus fragile et que mon expérience de ma première session fait en sorte que ce que je croyais étudier, finalement, ça ne correspond pas à l'idée que je m'en faisais, en fait, le lien est facile à faire de penser que la personne n'aura pas le goût d'investir et de mettre de l'énergie dans quelque chose dont elle ne perçoit pas le sens et voit finalement que ça l'amènera nulle part. Oui. Alors, pour moi, l'aspect de santé mentale est un aspect dont il faut se préoccuper, mais dans certains cas, le fait d'accompagner, puis pour moi, le mot accompagner est important, le fait d'accompagner les étudiants en fonction de ce qu'ils vivent, et non pas encore là en mettant en place des mesures tout azimut, est
la même mesure pour tout le monde. Pour moi, c'est pas permettre de répondre à des besoins qui peuvent être spécifiques. Et je reviens à l'idée de programme spécifique dans certains programmes. Parce que, comme les données le montrent dans le rapport, si l'aspect de but semble important pour les programmes, quand il semble important, c'est-à-dire semble être absent chez les étudiants pour les programmes qui ont des hauts taux d'abandon, bien, ça ne veut pas dire que ces programmes-là n'ont pas de sens. Ça veut peut-être dire que les étudiants, la perception qu'ils avaient de ce qu'ils allaient y chercher n'était pas précise. Bien, si on précise ces éléments-là, je pense qu'un étudiant qui aime, qui est attiré par un domaine disciplinaire, bien, peut y trouver son sens, mais si on l'aide à trouver ce sens-là, quand il commence ses cours, il ne perçoit pas sur le moyen terme, je veux dire le moyen terme là, pour un bac de 3 ans, ne perçoit pas de sens dans une finalité. Alors, je pense que c'est là où le programme peut jouer son rôle. Et d'ailleurs, vous faites bien ressortir qu'il y a des variables structurelles, donc de l'ordre de la nature des programmes, de leur admission, de l'admission jusqu'à la diplomation, mais il y a beaucoup de variables culturelles, et par culturelles, j'entends culturelles organisationnelles. Oui. Donc la culture du programme, oui. Et ça rejoint une question où on dit, tout en reconnaissant la spécificité de chaque programme, est-ce qu'il y a des stratégies qu'on peut appeler génériques, qui sont valables à ce moment-là, donc pour tous les programmes, tous les cycles, ou bien au contraire, non, il faut vraiment y aller par cette approche programme et donc spécificité? En fait, j'irais entre les deux. Je ne crois pas beaucoup aux mesures génériques qu'on essaie d'appliquer à tout le monde. Par contre, il y a peut-être, et c'est pour ça qu'une analyse plus, je vais appeler ça locale en fonction des programmes, peut permettre d'identifier des situations où peut-être qu'une même mesure pourrait s'appliquer adéquatement à 2 ou 3 programmes qui ont... ça peut être une culture similaire, ça peut être en fonction de la perception que les étudiants ont. Mais je verrais même, là, en fait, j'allais dire, je réfléchis à voix haute, mais je verrais même une possibilité où tout à coup, un étudiant s'aperçoit que c'est pas... Dans cette discipline-là, ce qu'il aimait, c'était pas vraiment l'aspect qu'il voit dans son programme, mais qu'il y a un programme connexe qui peut tout à fait répondre à ses intérêts, et même si ce n'était pas son premier choix, y voir là la possibilité que, bien, dans le fond, je peux changer de programme, mais là, je sais, si je change de programme, que je vais chercher ce qui m'intéresse et ce dans quoi j'ai le goût d'investir pour aller chercher mon diplôme. Alors, c'est pour ça que je ne crois pas qu'une seule mesure va pour un seul programme, mais je pense qu'il faut que l'analyse soit faite par programme pour justement permettre de connaître la culture, quelles sont les caractéristiques des étudiants, pourquoi ils ont décidé d'aller dans ce programme-là, quelles étaient l'idée qui se faisait du programme, quel était l'intérêt. Un étudiant qui s'en va en histoire, en sociaux, en économie, a un intérêt pour le programme, mais cet intérêt-là, il s'agit de voir comment on peut le dynamiser, le conforter, ou à la limite aider l'étudiant à voir, bien, est-ce que, dans le fond, ce qui m'attirait dans ça, c'est plus autre chose que je n'avais pas vu, mais que je ne retrouve pas au moment où j'entre dans mon programme? Et d'ailleurs, une question vraiment intéressante sur le plan conceptuel, et je vais tenter de la traduire parce elle est assez longue, mais est-ce qu'on est obligé d'associer les concepts de persévérance et de réussite? N'y a-t-il pas là un risque incroyable que d'associer finalement la persévérance à une finalité, laquelle finalité doit obligatoirement être la réussite? On peut très bien les dissocier. Quelle belle question. Oui, quelle belle question. Quelle belle question. Alors, est-ce que je pense, là, mais là, on est dans un petit détail, je pense de mémoire que j'ai écrit, quand on a fait le rapport, qu'on a mentionné que la réussite n'est pas associée à un diplôme. La réussite est associée à l'atteinte d'un objectif que l'étudiant peut avoir. Et puis, en fait, je trouve ça intéressant que ce soit ressorti parce que la persévérance, c'est évidemment le fait de se maintenir dans un programme. Mais un étudiant peut réaliser qu'il a atteint son objectif sans nécessairement que ça mène à un diplôme. Mais à tout le moins, il ne sera pas sorti par déception. Oui. Et il aura confirmé, il aura atteint un but. Alors, pour moi, la notion de réussite, elle est fonction de ce que l'étudiant perçoit pour lui. Et je vais même aller plus loin.
ça se peut que pour un étudiant, la décision de partir, ce soit une décision qui soit tout à fait pertinente parce que, dans le fond, il s'aperçoit que c'est pas ça qu'il veut, que c'est pas ça dans quoi il veut investir. Alors, qu'il fasse ce choix-là, c'est tout à fait adéquat. Mais je pense qu'il y a une grosse proportion d'étudiants qui, et je rejoins un peu là, à ce que les recherches démontraient quand on questionnait les étudiants, qui réalisent que l'idée qu'ils s'étaient fait, elle n'était peut-être pas la bonne, mais qui ne savent pas comment poursuivre parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir les outils. Donc, ils ne remettent pas en question leur choix. C'est qu'ils ne savent pas comment faire pour réaliser ce qu'ils voulaient réaliser. Oui. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs questions et là, je vais essayer de les traduire. Il y en a quelques-unes qui sont entrées en lien avec, d'une part, on n'a pas nécessairement à l'entrée ou quand les étudiants arrivent au baccalauréat, voire à la maîtrise, des étudiants qui ont le même niveau. Donc, ils doivent bien sûr prendre le temps. Par contre, on observe qu'il y a des stratégies, je vais les appeler d'éviction pour traduire l'idée des questions, d'une part. Oui. Et d'autre part, pour l'enseignant, le professeur chargé de cours, maître de langue qui est dans sa classe, il y a de la part des étudiants le contre-coup de la course des notes. Oui. Donc, comment réconcilier, d'une part, cette quadrature du cercle, d'une certaine manière? Oui. En fait, alors les étudiants qui sont performants, qui sont à la course des notes, en général, je ne vais pas beaucoup me préoccuper d'eux. En fait, le mot « préoccuper » n'est pas bon. Je ne vais pas m'inquiéter de leur sort parce qu'habituellement, c'est des étudiants dont le but est précis, le but est clair. Ils vont y travailler. Et dans ce sens-là, souvent, on est capable de les laisser aller et ils vont cheminer par eux-mêmes. La difficulté est effectivement plus quand des étudiants arrivent dans un cours. Effectivement, ils n'ont pas tous le même niveau. Et c'est là où, et je rejoins un élément qu'on a mentionné, un des principes d'ailleurs qu'on a mentionné à l'intérieur du rapport au niveau des recommandations, c'est là où la perception du rôle d'un professeur, d'une organisation, de l'UQAM, des chargés de cours, dans quel est mon rôle, en fait, le rôle, c'est de faire en sorte que les étudiants apprennent ce que je veux qu'ils apprennent. Et si le professeur, le chargé de cours n'est pas en mesure de le faire, c'est le rôle du programme à ce moment-là. Et je reviens là-dessus, de voir quels sont les outils, les moyens qu'on peut rendre disponibles pour que les étudiants les utilisent pour être en mesure, en fait, d'atteindre leur but. Et je reviens à ce que je disais, c'est pour ça que pour moi, il ne peut pas y avoir une seule mesure qui fait l'ensemble des programmes. Un programme pourrait mettre pour un besoin particulier une mesure qui rejoint un certain nombre d'étudiants, sans que cette mesure-là, finalement, soit reprise pendant 5, 6, 7, 8 ans, parce que peut-être qu'elle a répondu pendant une période de temps et que ce ne sera plus nécessaire après un certain temps. Alors, c'est pour ça qu'il faut, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'importance de rattacher la démarche à un programme, parce que, dans le fond, l'étudiant, quand il s'inscrit dans un programme. Donc, ça devient le lieu d'existence de vie de l'étudiant. Donc, c'est là où le programme a le plus d'emprise pour accompagner les étudiants et les aider en fonction de leurs caractéristiques propres à l'intérieur du programme. Et d'ailleurs, dans les caractéristiques propres du programme, une question également pertinente, me semble-t-il, pour les cycles supérieurs. La personne demande, est-ce que le fait de collaborer ensemble au cycle supérieur, donc j'imagine d'aller vers des formes de co-collaboration, co-construction du sens ou de l'identité programme, est-ce que c'est un facteur qui est exploré? Est-ce qu'il y a la littérature? Et est-ce que vous en faites un facteur déterminant dans le rapport? Bien, en fait, tout ce qui s'appelle cycle supérieur, puis je vais le prendre sur un plan un petit peu plus large, il est reconnu que parce que les étudiants, bon, même si dans le cadre des maîtrises, ils appartiennent à un programme, très souvent, je le mets un peu en parallèle, mais le projet de recherche et la démarche de recherche va souvent devenir la colonne vertébrale à travers laquelle l'étudiant va cheminer et le programme, en fait, offre un certain nombre d'activités. Mais il est reconnu que des groupes de recherche où les étudiants qui font partie de groupes de recherche réussissent, et quand je réussis, c'est le diplôme, donc c'est pas juste la persévérance, mais diplôme, dans un pourcentage beaucoup plus élevé
que dans les situations où les étudiants sont vraiment seuls avec leur sujet. C'est ce qui explique pourquoi les sciences, habituellement, ont des taux de persévérance et de diplomation plus élevés. On le retrouve moins en éducation et en sciences humaines. Par contre, en sciences humaines, quand les étudiants sont capables de s'insérer dans des groupes de recherche, bien, on voit apparaître pour ces étudiants-là des pourcentages de persévérance et de réussite aussi élevés dans les groupes, dans les programmes de sciences. Alors, cet aspect de collaboration-là, à partir du moment où les étudiants sont en mesure, justement, d'être ensemble, qu'on crée des situations où ils ont la possibilité d'échanger, qu'on les accompagne dans ces échanges-là pour qu'ils puissent, justement, avoir une réflexion en termes de formation. C'est évident que ça ne peut pas nuire, justement parce que ça crée une émulation entre les étudiants, d'ailleurs qui peut se passer en dehors du simple processus de recherche, mais qui se fait à l'intérieur d'un contexte qui regroupe les étudiants à l'intérieur du programme, même si, comme je le disais, souvent la recherche là, va tirer l'étudiant de façon plus spécifique sur un objet particulier. Toujours dans l'aspect de deuxième cycle, parce qu'on a beaucoup traité du premier cycle, quelle est la place que prend le projet de recherche, le projet de mémoire dans le facteur ou dans les facteurs liés à la réussite ou à la persévérance? En fait, c'est pour ça que je disais, le projet de recherche est souvent la colonne vertébrale de la démarche de l'étudiant. C'est la raison pour laquelle les études montrent que plus rapidement l'étudiant s'engage dans son projet de recherche, plus il persévère, plus il diplôme. Une des façons souvent qui est proposée, c'est d'arrimer la démarche des cours de l'étudiant avec le projet de recherche, c'est-à-dire en fonction des étapes à travers lesquelles l'étudiant doit passer pour réaliser son projet de recherche, bien, que les cours soient le moyen organisé par lequel l'étudiant développe les outils, développe les méthodes, développe la réflexion par rapport à un objet pour lui permettre de combiner les deux. Donc, de ne pas nécessairement faire des cours en parallèle à un projet de recherche, de telle sorte que l'étudiant peut être en mesure, à ce moment-là, de bien faire arrimer sa réflexion et le travail qu'il a à faire dans son projet de recherche. Donc, c'est une façon de combiner les deux pour que l'étudiant, quand il fait sa maîtrise, évidemment, je parle maîtrise recherche, pas nécessairement maîtrise cours, comme on appelle, c'est vraiment la façon probablement la plus efficace de faire en sorte que l'étudiant n'ait pas l'impression de faire des cours, d'une part, et travailler à son projet, mais que sa réflexion sur son projet se fait à l'intérieur d'un cadre, d'un cours, mais qui encadre ce que veut dire ce travail-là intellectuel lié à son projet. Lié à son projet. Je reviens un instant, puisqu'une autre question est rentrée, sur les tests de scolaptitude. Donc, ces tests qui font finalement une sélection transversale des candidats à l'admission ou autrement. Qu'est-ce que ça donne, selon vous, sur la persévérance? Alors, je vais parler des études aux États-Unis. Il est évident que ces tests-là aux États-Unis, qui existent depuis des années, en fait, ont démontré que les étudiants qui ont des meilleurs résultats à ces tests-là vont diplômer. Nous, là, je parle à l'université, quand on passe du cégep à l'université, on a la cote de rendement du collégial qui joue un peu ce rôle-là. Et on s'aperçoit effectivement que les étudiants, c'est vrai du cégep pour les étudiants qui arrivent du secondaire, même si j'apporterai une petite nuance, que les étudiants qui ont des meilleurs rendements scolaires, quand ils arrivent au cégep, vont diplômer en plus grand nombre. Par contre, ce qu'on s'est aperçu, et ça, j'allais dire, c'était un peu une surprise, là, je parle pour l'UQAM, dans le cas qui nous occupe, les programmes, la différence, des cotes de rendement collégial entre les programmes qui avaient des taux de persévérance élevés et les programmes qui avaient des taux de persévérance plus faibles, en fait, la différence, elle est minime. Okay. Il n'y a pas une grosse différence sur le plan de cette cote de rendement-là collégial. Évidemment, il y a beaucoup des programmes qui ont des taux de persévérance élevés, qui sont des programmes contingentés. Mais même là, quand on compare les programmes contingentés des programmes non contingentés, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence au niveau de la cote de rendement collégial. Donc, cet aspect-là appelons ça de test d'évaluation à l'entrée, finalement, là, je parle pour l'UQAM, on s'aperçoit que ce n'est pas le facteur qui explique que les étudiants partent
puisqu'ils ont des acquis sur le plan des notes aussi élevés que les étudiants qui, eux, persévèrent. Et donc, dans cette persévérance, plusieurs des recommandations que vous faites à la toute fin indiquent clairement de s'inspirer aussi de l'éducation inclusive. Et on a eu des questions justement sur l'éducation inclusive. Comment réconcilier donc l'éducation inclusive et la persévérance? En fait, là, il faudrait 45 autres minutes. Non, en fait, ce que prône l'éducation inclusive, c'est de considérer les étudiants en fonction de ce qu'ils ont comme caractéristiques et de faire en sorte de mettre en place des outils, des modalités qui vont permettre à ces étudiants-là d'optimiser les efforts qu'ils mettent. En fait, j'allais dire, ce n'est que ça. C'est pas réducteur, mais c'est pour dire que à partir du moment où on pense à l'éducation inclusive, de la même façon où on l'évoque aussi sur le plan de la pédagogie, à partir du moment où je considère que les étudiants qui sont devant moi, je mets tout en mon pouvoir pour leur offrir les outils et l'accompagnement nécessaires, je vais rejoindre ceux qui ont besoin d'être rejoints et aider ceux qui ont besoin d'être aidés dans la mesure où c'est possible. Et là, je vais apporter une petite nuance. Je valorise beaucoup l'accompagnement, l'aide et tout ça. Mais en même temps, je ne crois pas qu'il faut faire des passe-droits. Je ne crois pas qu'il faut laisser de côté la rigueur. Et je vais donner une anecdote que j'ai écrite d'ailleurs dans mon livre là, sur l'encadrement, mais j'ai déjà refusé à une étudiante de signer une prolongation pour son projet de mémoire parce que le travail que j'avais fait pour l'accompagner, je réalisais que c'était pas pour elle. Et quand finalement, je lui ai dit que je signais pas son formulaire de demande de prolongation, évidemment, on a eu une discussion. Et finalement, ce qu'elle m'a dit, c'est que effectivement, c'était pas pour elle. Que la raison pour laquelle elle essayait toujours de faire autre chose, c'est que c'est quelqu'un qui aimait être dans l'action. Elle avait décidé de faire une maîtrise parce que ça l'attirait, il y avait un sujet qui l'intéressait. Mais finalement, de s'asseoir, de lire, de réfléchir, d'avoir à produire, c'est pas ça qu'elle aimait. Elle aimait créer des activités, organiser des activités. Et ce qui fait que, après un certain temps, elle ne voulait pas abandonner parce qu'elle se disait « j'ai trop mis de moi là-dessus ». Mais finalement, elle allait être aussi malheureuse et elle n'allait pas permettre d'abandonner. C'est pour ça que pour moi, de mettre des outils et d'offrir des outils et de l'accompagnement aux étudiants, ce n'est pas nécessairement dire on essaie de faire passer tout le monde. On offre des choses aux étudiants le maximum possible et pour certains, ils n'y trouveront pas ce qu'ils cherchent. Donc, oui, ça va être correct que certains décident de partir. Excellent. Il nous reste quelques minutes. Peut-être les deux grandes recommandations, dans le rapport à la toute fin, s'articule sur une grande recommandation que nous avons déjà mise en œuvre à toute fin pratique, donc, puisque nous l'avons créé, ce bureau de l'inclusion et de la réussite universitaire. Quels seraient les 2-3 éléments que vous souhaiteriez ajouter, Christian? Peut-être la raison pour laquelle ce bureau-là, en fait, on l'a appelé bureau... On avait en lien le bureau du recrutement là, qui s'occupe du recrutement. Pourquoi un bureau? Parce qu'on s'est aperçu, et il y a un certain nombre de principes que les gens pourront lire dans le rapport, mais on s'est aperçu qu'il nous manquait de données, de un. Et de deux, c'est qu'à l'UQAM, depuis 1997, il n'y a aucun porteur de dossier qui se préoccupe de la persévérance. Ce qui fait que, n'ayant pas de porteur de dossier, quelqu'un et souvent, ce sont les directeurs de programme qui se préoccupent de la situation dans leur programme. Mais il n'y a personne qui peut les accompagner. Il n'y a personne qui a ce mandat-là de regarder la persévérance et l'abandon, ce qui fait que c'est une obligation si on veut pouvoir avancer dans les choses. Sinon, en psychologie sociale, on le sait, plus de gens ont de la responsabilité, moins de gens prennent de responsabilité. Alors, donc, c'est pour ça que le bureau, cet aspect-là, avait une importance primordiale. Et de fait, il a été créé, donc je pense qu'ils vont s'inspirer pour définir leur mandat, les actions et le plan d'action. Il me reste 30 secondes peut-être pour conclure. Vous remercier à nouveau, remercier toutes les personnes qui en ligne ont été très généreuses de commentaires également.
dire que le prochain déjeuner causerie sera en janvier ou en février. Je crois on va afficher les dates et on va peut-être certainement parler de recherche puisque nous avons fait 2 rapports, donc Maryse Lassonde avec les formations à cheminement plus court et la persévérance. Et nous allons la prochaine fois parler un peu plus de recherche puisque nous sommes en cours d'invitation du scientifique en chef. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter à toutes et toutes une belle fin de journée et répondre à ce participant anonyme qui indique que l'UQAM n'a rien fait lors des terribles et tristes événements de Black Lives Matter. Sachez, chère personne, qui qu'elle soit, j'aime bien répondre en direct, que l'UQAM a été la première à mettre un bandeau noir sur tous ses sites, que l'UQAM s'est abstenu de tout commentaire social en forme de soutien pour toutes les personnes racisées. Alors non, ce n'est pas de la discrimination institutionnelle, au contraire, c'est une prise de position institutionnelle. Il est dommage que les personnes n'aient pas vu ce geste que l'UQAM a fait parmi les premières universités. À toutes et tous, une très belle fin de journée. Au revoir.